Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce webinaire consacré au flux de travail avec DxO Photolab, webinaire qui va prendre environ 1 heure ou peut-être même un petit peu plus d'1 heure et qui est exactement en fait la reprise du webinaire de samedi dernier, donc c'est la même session. Il y aura évidemment quelques petites variations. Et sachez que l'écran et le son sont enregistrés et les vidéos des webinaires du mois d'avril seront mises à votre disposition sur le site de la DxO Academy, je pense d'ici quelques jours ou peut-être la fin du mois d'avril. Je n'ai pas de date vraiment précise pour l'instant. Donc on va aujourd'hui traiter essentiellement du flux de travail, c'est-à-dire que je vais vous expliquer à quoi sert DxO Photolab et on va faire un petit peu le tour de certaines fonctionnalités. On va voir qu'avec Photolab on peut trier les images. On verra également comment aborder le logiciel, ce qui se passe lorsqu'on l'utilise la première fois ou lorsqu'on ouvre une image toute neuve dans le logiciel. Donc on va parler de ce que le logiciel fait automatiquement à vos images, c'est-à-dire l'autoréglage DxO standard et également le fonctionnement des modules optiques. Et ensuite, on fera un petit tour des outils de correction dans l'ordre du flux de travail basique, c'est-à-dire qu'on parlera de balance des blancs, on parlera de correction de la tonalité, des couleurs, renforcer la présence des images. On verra également un petit peu la retouche locale, c'est-à-dire les outils de réglage locaux, comment ils fonctionnent. Et si vous voulez mieux les voir à l'œuvre plus en détail, je vous invite d'ores et déjà à assister au deuxième webinaire demain à 18 h qui lui est consacré euh, au portrait. Et pour le portrait, j'utiliserai les photos du photographe allemand Jochen Koll qui euh, assiste à ce webinaire et que je salue. Hello Joren, I know that you are around, so thanks for the photos tomorrow. This is what I was just saying to the audience. Alors, et ensuite, bien entendu, toujours dans le cadre du flux de travail, on continuera également avec l'exportation. On verra également ce qu'on peut faire avec DxO Viewpoint et DxO Filmpack. Cette partie sera très courte hein, parce que c'est pas vraiment le sujet de ce webinaire. Et on verra également euh, un exemple du flux de travail avec Lightroom, puisque beaucoup d'entre vous l'utilisent comme catalogueur et aimeraient savoir comment fonctionne l'échange de photos entre les deux programmes. Et on conclura donc la présentation là-dessus. Voilà, donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors je vais changer d'onglet. Voilà, je passe dans l'onglet organisé. Et donc DxO Photolab est un programme qui est proposé par DxO, donc qui est une entreprise française, et moi-même, donc votre présentateur, Gilles Théophile. Je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant. Et je ne suis pas employé par DxO, je suis un prestataire externe et je collabore depuis plusieurs années avec cette entreprise qui est basée à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris. Et notamment, je m'occupe de rédiger les guides utilisateurs depuis donc un certain nombre d'années, depuis quasiment la version 7 d'Optix Pro, il me semble. Voilà. Donc DxO est une entreprise française qui produit donc DxO Photolab ex Optix Pro, qui est tout simplement un logiciel de traitement de vos fichiers RAW essentiellement, sachant que vous avez également la possibilité, bien évidemment, de traiter des fichiers JPEG, TIFF. Vous pouvez également traiter des fichiers DNG, qui est le format RAW universel proposé par Adobe. Par contre, il y a certains types de capteurs qui ne sont pas pris en compte, hein, et ça, je sais que cette question sera forcément posée à un moment ou un autre de la session.
DxO ne prend pas en charge les capteurs X-Trans de certains appareils Fuji. Voilà, donc ce n'est pas à l'ordre du jour et je ne sais pas du tout comment cela va évoluer dans l'avenir, mais quoi qu'il en soit, si vous souhaitez une prise en charge future, n'hésitez pas à vous manifester auprès du support DxO qui est très à l'écoute et d'ailleurs très efficace et que je salue au passage. Alors, revenons à notre programme. Est-ce que le son et l'image sont toujours OK pour tout le monde, hein? Vous pouvez me répondre par écrit. Alors, DxO Photolab, donc logiciel de traitement d'image. Alors c'est vraiment du pur traitement d'image, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fonction de catalogage dans Photolab, on n'importe pas les images et d'ailleurs il n'y a pas d'utilitaire ni de fonction qui permet de transférer le contenu de vos cartes mémoire sur votre disque dur. Donc ça il faudra le faire soit avec le système d'exploitation, soit en passant par un utilitaire spécialisé ou un autre logiciel capable de le faire. Donc une fois que vos photos sont arrivées sur le disque dur, alors après les méthodes de classement varient bien évidemment d'une personne à l'autre. Vous voyez, donc moi je les stocke sur un disque externe qui est connecté à mon Mac avec une prise rapide Thunderbolt 3 pour avoir les meilleures performances possibles. Et vous voyez, je classe mes images par année, donc dans un ordre chronologique. Donc ce que vous voyez ici, c'est dans cet explorateur ici, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'explorateur de source d'ailleurs, c'est tout simplement une image de ce qui se trouve sur ce disque dur. Et en dessous, on aura l'occasion d'y revenir, on a également ce qu'on appelle les projets. Alors les projets, c'est tout simplement des albums ou des dossiers virtuels qui vous permettent d'organiser votre travail à votre guise. Alors pourquoi virtuel? Tout simplement parce que vous pouvez placer la même image dans autant de projets que vous souhaitez sans la dupliquer physiquement. En fait, cela va créer un jeu d'instructions qui est enregistré dans la base de données qu'utilise DxO Photolab et qui va vous permettre donc de créer plusieurs versions ou de travailler sur plusieurs projets différents mettant en œuvre là où les mêmes photos. Donc ceci n'est pas possible avec les dossiers à moins de dupliquer l'image physiquement bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous servir des projets et tout à l'heure, après le tri des photos, on verra comment créer un projet. Donc voilà pour l'explorateur de source. Alors lorsque vous sélectionnez une source, que ce soit un dossier ou un projet, le contenu s'affiche tout en bas dans ce bandeau qui est tout simplement l'explorateur de fichiers et qui vous montre tout ce que vous avez donc classé dans vos projets ou dans vos dossiers. Alors on va parler rapidement de l'interface de DxO Photolab. Elle est hautement configurable. Vous verrez tout à l'heure quand on passera comme maintenant dans l'onglet personnalisé, vous avez tous les outils de correction et toutes ces palettes et sous-palettes peuvent être personnalisées, elles peuvent être déplacées sur un deuxième écran et vous pouvez également détacher l'explorateur qui se trouve tout en bas pour le placer sur un autre écran. Vous avez également la possibilité de créer votre propre espace de travail. Vous voyez dans un menu en haut, on est dans l'espace de travail DxO standard, mais on a la possibilité de réarranger l'interface à sa guise et d'enregistrer ça en tant qu'espace de travail personnalisé et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors par contre, je vous préviens d'une chose, ici certes je vous montre la version sur Mac, la version PC a un look qui est légèrement différent, qui est plus adapté au monde Windows, mais les fonctionnalités, à quelques exceptions près, sont quand même les mêmes. Alors dans le passé, il y avait pas mal de différences entre la version PC et la version Mac, et DxO depuis quelques années a fait vraiment de gros efforts pour rapprocher les deux versions, donc Mac et PC. Et sachez également que vous avez deux éditions du programme. Vous avez une édition Elite qui contient donc l'intégralité des outils, comme le traitement de bruit DxO Prime par exemple. Et vous avez l'édition de base Essential et non seulement elle se distingue en termes d'outils, de certains outils tout au moins, mais également le tarif n'est pas le même, l'édition Essential étant moins chère que l'édition Elite, mais quoi qu'il en soit, dans nos webinaires, nous montrons toujours la version la plus élevée. Alors,
première étape du flux de travail, donc après avoir transféré les images sur le disque dur, on va sélectionner le dossier de ces images nouvellement importées et on va faire un premier tri des photos. Alors pourquoi faire un tri des photos? Tout simplement pour que vous puissiez concentrer votre votre flux de travail sur vos meilleures images et éviter de perdre de temps avec des images de deuxième choix. Donc voilà le but du tri des images et à la fin vous gardez votre meilleur travail et le reste éventuellement vous pouvez le supprimer de votre disque dur, ce qui vous fera gagner de la place. Alors là je vais sélectionner un dossier pour faire mon tri. Alors le dossier date du 21 mars, on va faire comme si les photos venaient d'être transférées sur le disque dur. Donc regardez, je sélectionne le dossier et le contenu va s'afficher. Alors on m'indique que je dois télécharger des modules optiques DxO, on va y revenir. Alors attendez, je ne vais pas prendre ce dossier là parce que il n'y a que 2 photos dedans. Alors, est-ce que par hasard j'aurais pas un filtre engagé? Pas d'image, pas d'image, c'est un peu embêtant. Ah voilà, ça charge. Bon bah écoutez, on va partir sur ce dossier là et on reviendra à l'histoire des modules optiques un petit peu plus tard. Voilà, donc désolé pour ce petit bug de fonctionnement, ça a mis un petit peu de temps peut-être à charger de mon disque dur externe, hein. Après tous ces samedis soirs, c'est le week-end, on devrait tous être en train de se reposer, y compris le disque dur. Donc voilà, j'ai sélectionné ce dossier sur mon disque dur avec ce bandeau qui contient toutes les images et on va procéder à un tri des photos. Alors pour faire le tri des photos, moi je vous propose d'afficher les images en mode plein écran. Alors pour afficher les images en mode plein écran, c'est très simple. On va dans le menu affichage et on va sélectionner tout simplement plein écran, le mode visionneuse. Alors vous avez bien évidemment un raccourci clavier. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous embêter avec les raccourcis clavier pendant la session. Ils sont toujours indiqués dans les menus de toute façon et ils varient entre la version Mac et la version PC. Donc je vais simplement vous montrer où est-ce que vous pouvez aller chercher les différents outils et les fonctionnalités. Donc regardez, je clique sur plein écran visionneuse. Et donc voilà ma photo qui est affichée et qui occupe toute la hauteur de mon écran. Alors évidemment sur le côté il y a des bandes grises. Pourquoi? Parce que le rapport largeur-hauteur, c'est-à-dire l'homothétie de l'image, ne correspond pas forcément à celle de l'écran, ce qui explique ces espaces libres de l'autre côté. Quand vous êtes en mode plein écran comme ceci, vous pouvez naviguer dans vos images tout simplement avec les flèches directionnelles de votre clavier. Vous voyez ici je passe d'une photo à l'autre avec la flèche droite du clavier et je reviens en arrière avec la flèche gauche du clavier. Sachant que dans l'explorateur, le bandeau qui est tout en bas de l'écran, je me suis d'abord calé sur la toute première photo, bien évidemment. Vous avez ici à droite, en bas à droite, vous avez 2 boutons. Alors, le bouton avec le point d'interrogation affiche un petit panneau avec tous les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pendant le tri de vos images, notamment pour attribuer une note en nombre d'étoiles, donc avec les touches 1 à 5 de votre clavier. Et vous avez également la possibilité d'appliquer des marqueurs de tri, marqueurs conservés, touche 7, rejeter, touche 9 et annuler le statut si vous changez d'avis. Et en fait, ces marqueurs de tri, le statut des images, on le trouve en bas dans le bandeau. Vous voyez, on a un voyant vert qui indique que l'image a été marquée comme étant à conserver et à côté vous avez un voyant rouge qui indique que l'image peut être marquée comme étant à rejeter tout simplement parce qu'elle est floue ou mal cadrée, peu importe. Donc vous voyez, vous avez cette possibilité de travailler directement au clavier. Le deuxième bouton qui se trouve ici à droite vous permet de jeter un œil
aux informations de base de prise de vue. Donc vous avez le type de matériel photo qui a été utilisé. Donc là c'est un drone Mavic Pro avec sa caméra FC220, et là vous avez tous les paramètres de prise de vue, la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO, la compensation d'exposition. Vous voyez ici on est à -1 diaphragme, et on a également le champ, la focale, pardon, j'ai failli dire le champ de vision, la focale de l'objectif utilisé, mais 5 mm. Pourquoi? Tout simplement parce que sur ce drone le capteur est minuscule, hein, c'est à peu près comme un capteur de smartphone, et donc évidemment les focales ne sont pas exprimées de la même façon. Et en bas vous avez un panneau navigation. Alors à quoi va-t-il servir? C'est tout simplement parce que lorsque vous êtes en mode plein écran, vous avez la possibilité de zoomer dans l'image. Alors vous pouvez le faire, si vous en souvenez pas, vous voyez, vous retournez ici, là j'ai affichage à 100%, commande plus 1. Alors commande plus 1, ça c'est sur Mac. Sur PC ce sera contrôle plus 1 tout simplement. Vous voyez là je zoome dans l'image, et je peux me déplacer dans la photo de cette manière, ou alors dans le panneau navigation je peux saisir le petit pavé ici et le déplacer avec la souris ou le trackpad de mon ordinateur. Pour attribuer donc ces notes et ces statuts aux images, en fait c'est très simple. Alors je vais revenir à la taille d'affichage plein écran. Alors pour ça je fais commande ou contrôle et la touche 0 comme ceci. Et là donc je décide de garder cette image. Vous voyez donc j'ai un voyant vert, et si je change d'avis, je peux tout simplement utiliser la touche 8 pour neutraliser mon choix, vous voyez, comme ceci. Et si finalement je décide de la garder quand même, j'appuie sur la touche 7. Après avoir zoomé dans l'image, si j'estime qu'elle est nette, que je peux la garder, je peux attribuer une note en étoile. Alors pour les notes en étoile, vous avez le choix entre 1 à 5 étoiles. Alors évidemment, c'est difficile d'établir des critères en fonction du nombre d'étoiles. Il n'y a pas de règle officielle à ce propos. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'une part, au départ, c'est d'éviter de multiplier les notes différentes. Par exemple, tenez-vous-en uniquement à 0, par exemple, pour les images qui ne présentent pas d'intérêt particulier. 3 étoiles pour une image que vous voulez garder sous le coude, et attribuer 5 étoiles par exemple au meilleur de votre travail pour créer une galerie web ou préparer une exposition par exemple. Voilà, parce que gérer des photos d'1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, c'est quand même assez compliqué, et tout le monde ne fait pas 2000 photos par semaine. Voilà donc pour ce conseil. Pour passer à la vue suivante, donc vous avez vu qu'on appuie sur la touche droite du clavier. Alors là, vous voyez en bas le statut, vous voyez le voyant rouge. Vous voyez, si j'appuie sur 7, parce que je décide quand même de garder la photo, le voyant vert s'allume, et là je vais attribuer également une note de 3 étoiles par exemple. Je passe à la vue suivante. Alors oui, ça me plaît bien, je vais peut-être zoomer dedans pour voir si c'est net. Alors commande ou contrôle 1 pour repasser à 100%. Vous avez la possibilité de zoomer à 200% hein, également avec ce système. Voilà, je reviens en arrière, donc finalement cette photo je vais la garder avec cette note, et ainsi de suite, hein. Vous avez compris le système. Cette photo je la garde pas, celle-ci je la garde parce que le cadrage est légèrement différent. Vous voyez, donc cette photo je vais également la garder, celle-là aussi. Donc j'appuie sur la touche 7 et je lui attribue par exemple 3 étoiles ou 4 étoiles, 5 étoiles, peu importe. Donc vous avez compris le principe, hein, vous avez la possibilité de travailler pour le tri des images. Notez également que vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, les raccourcis clavier standards de tri de Lightroom, hein, c'est-à-dire les touches PUX, donc P pour conserver l'image, U pour annuler et X pour rejeter. Alors pour sortir de ce mode plein écran, que fait-on? On appuie sur la touche échappement du clavier. Donc en général, elle se trouve en haut à gauche de votre clavier, Escape ou échappement, vous voyez, et on retourne dans l'interface de DxO Photolab.
Et là, vous avez en bas donc un certain, je me reprends, vous avez donc toujours toutes vos vignettes, mais y compris les vignettes qui n'ont pas été notées et en fait l'ensemble des photos du dossier. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de filtrer les images qui viennent d'être notées. Alors pour faire cela, c'est très simple, vous voyez, je vais là à gauche, filtrage des images, et je vais par exemple afficher uniquement les images conservées. Donc vous voyez, pour filtrer, alors je vais enlever tous les filtres. Alors évidemment, l'affichage, lui, se règle en temps réel. Alors ça peut être parfois un petit peu fastidieux de tout éliminer. En fait, à la limite, je suis même pas obligé de m'occuper des images avec alors non traitable, hein, traiter ça en aucune importance. On va enlever ces images-là. On va enlever les images rejetées. Alors, je vais quand même tout enlever. Alors, vous voyez, il faut vraiment que ça corresponde aux différents critères. Alors, laissez-moi faire ça rapidement. Voilà. Alors, ensuite, il nous reste l'histoire des étoiles à éliminer. Voilà, je veux pas d'image avec des étoiles. Alors, j'ai dû faire une bêtise quelque part. Attendez voir, je recommence. Je recommence. Donc, je voudrais juste voir les images à conserver. Voilà, on y arrive quand même. À toutes mes excuses pour cette erreur de manipulation, j'étais parti pour éliminer tous les filtres. Alors vous voyez, même quand on a un petit peu d'expérience, hein, on risque toujours de se mélanger un petit peu les pinceaux quand on utilise ces filtres. Et surtout, ça m'amène à un avertissement que je voulais vous donner un petit peu plus tard. C'est quand vous utilisez ces filtres, une fois que vous avez terminé, pensez à bien les désactiver parce que si vous engagez des filtres et que vous répondez au téléphone ou vous allez vous chercher un café, vous revenez et vous ne trouvez pas vos images, c'est probablement parce que vous avez un filtre qui est actionné. Donc vous voyez ici, je n'affiche que les images qui ont reçu un voyant vert, donc de conservation d'images. Et à partir de là, eh je vais pouvoir toutes les sélectionner comme ceci, et clic droit, et regardez, tout en bas du menu, créer un projet à partir de la sélection courante. Je clique sur la commande, et là, je vais appeler mon projet image retenue, tout simplement. Et je clique sur créer. Donc, mon projet est créé, image retenue, avec les 6 photos que j'ai sélectionnées. Alors évidemment, j'aurais pu filtrer aussi en fonction du nombre d'étoiles, mais on va rester simple pour cette démonstration. Donc voilà comment on crée un projet. Bien évidemment, on a la possibilité d'attribuer ces mêmes images à un autre projet, tout simplement en faisant un clic droit sur les vignettes, hein, toujours sur les vignettes, hein, pas sur l'image affichée en grand. Donc ajoutez la sélection courante un projet, et dans le sous-menu, vous choisissez le projet auquel vous souhaitez rajouter ces photos. Vous voyez également que ici, j'ai les étoiles qui sont affichées en permanence, mais pas les voyants de tri. Pourquoi? Tout simplement, ça se règle dans les préférences. Vous voyez, je vais dans DxO Photolab préférences, alors sur Mac, et sur PC, c'est dans le menu édition. Et si je vais dans l'onglet vignettes, vous voyez,
là j'ai la possibilité de régler l'affichage des différents paramètres qui apparaissent dans les vignettes. Alors pourquoi cela? Bien, tout simplement parce que par défaut, euh, Photolab n'affiche aucune information dans les vignettes si ce n'est le nom du fichier, bien évidemment. En fait, c'est un concept qui est repris de l'aéronautique, du concept du dark cockpit, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de problème, rien n'est affiché. D'accord? Donc c'est un petit peu le même principe ici. Donc vous voyez que ici la note en étoile est sur toujours, et autoriser le traitement, c'est uniquement en survol quand je passe la souris sur les vignettes, comme ceci. Et ça, évidemment, je peux le changer pour toujours. Vous voyez, donc maintenant l'affichage est permanent. Évidemment, il n'y a pas besoin de redémarrer le programme pour faire ça. On verra d'autres indications dans les vignettes tout à l'heure. Alors donc voilà, j'ai fait mon tri d'image et je vais pouvoir commencer à me mettre au travail. Alors pour continuer la présentation, on va passer dans un autre projet avec plus d'images. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un certain nombre de modules qu'on me demande de télécharger. Donc ce sera la prochaine étape. Mais avant, une première chose, vous voyez, j'ai aucune image qui est affichée. Pourquoi? C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques minutes, vous voyez, parce que j'ai un filtre qui est engagé. Donc dans ce cas, je clique sur réinitialiser pour afficher toutes les photos. Donc je clique sur la première photo, comme ceci, et je vais passer dans personnaliser. Alors l'onglet personnalisé, c'est celui qui contient en fait tous les outils de correction que vous allez utiliser ou pas, parce que ce n'est pas parce que vous avez 150 outils différents qu'il faut tous obligatoirement les utiliser lorsque vous traitez vos images. Bien entendu, ça dépendra de vos photos. Si vos prises de vue sont impeccables, vous aurez beaucoup moins de corrections à faire, certainement, et vous passerez beaucoup moins de temps devant votre écran d'ordinateur. Alors l'onglet personnalisé, comment est-il organisé? On a deux volets latéraux. Alors à gauche, on retrouve un aperçu de l'image lorsqu'on zoome dedans. Vous voyez, je vais zoomer à 100%. On a toujours le même principe. Regardez, vous voyez, je me déplace dans l'image de cette manière, mais je peux le faire également directement dans la photo comme ceci. On a également un panneau EXIF qui affiche les principales informations qui sont liées à la prise de vue, ainsi que le nom de l'auteur et éventuellement son copyright. Et pour la version Elite, on a également une palette de gestion des autoréglages. Alors ces volets latéraux, évidemment, vous pouvez les escamoter comme ceci. Alors je vais revenir à un affichage normal et on va rester concentré sur la partie droite où en haut à droite on a l'histogramme bien évidemment et on a toute une série de palettes, la première étant outils essentiels. Alors la palette outils essentiels en fait elle regroupe les outils que vous allez utiliser dans pratiquement tous les cas de figure. Et ces outils, par exemple balance des blancs, on va aussi la retrouver dans la palette couleur. Vous voyez, le Smart Lighting, on va également la retrouver dans la palette lumière. Et tout ceci est parfaitement configurable. La méthode de configuration diffère légèrement entre la version PC et la version Mac, mais vous pouvez vraiment customiser l'interface de DxO Photolab complètement librement. Alors, lorsqu'on ouvre une image dans DxO Photolab, le logiciel va appliquer en premier ce qu'on appelle un autoréglage. Un autoréglage qui s'appelle DxO Standard, et un autoréglage, c'est tout simplement une série de traitements qui vont être appliqués automatiquement à l'image. Et ces traitements incluent la correction de la tonalité, notamment avec le Smart Lighting. Il va également y avoir une réduction de bruit qui va être faite automatiquement. Donc le logiciel va lire les métadonnées de vos images et va savoir que telle photo a été prise à telle sensibilité et va appliquer la correction de bruit adéquate. Et en plus de ceci, on a également les modules optiques. Donc vous avez vu auparavant brièvement un panneau qui s'affichait qui me proposait de charger mes modules optiques parce qu'ils ne sont pas livrés d'emblée avec le logiciel. Il faut simplement avoir une connexion internet. Vous ouvrez vos premières images dans DxO Photolab et vous allez avoir ce panneau qui va s'ouvrir. Si vous avez décidé
de couper le sifflet au panneau au tout début de votre première session de travail de DxO Photolab, ne vous inquiétez pas, parce que dans les vignettes en dessous, vous allez voir cette icône en haut à droite qui indique qu'un module optique DxO est disponible au téléchargement. Et si vous cliquez dessus, cette fenêtre va s'ouvrir avec le nom de l'appareil photo et le nom de l'objectif, sachant que les modules optiques DxO fonctionnent toujours, sont conçus toujours sur le couple boîtier et objectif. Alors je clique sur télécharger. Vous voyez, donc ça a été téléchargé très rapidement. En attendant, le logiciel a analysé tout le reste de mon bandeau et me propose de charger tous ces modules optiques. C'est ce qu'on va faire. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, derrière la fenêtre, on a vu l'image se modifier légèrement, tout simplement parce que les modules optiques DxO s'appliquent automatiquement. Vous n'avez pas besoin de redémarrer le programme. Alors je vais finir de télécharger tout ça. Et tout va entrer en service et vous allez voir au fur et à mesure les indicateurs dans les vignettes qui disparaissent. Voilà, donc terminé avec ces modules optiques. Alors que font ces modules optiques? Ils vont tout simplement corriger un certain nombre de défauts liés à vos objectifs, hein, même si ce sont des objectifs de très bonne qualité. On va avoir notamment le vignettage qui va être corrigé. Alors je vais voir dans cette photo. Vous voyez ici, si je clique sur comparer ou si j'appuie sur la touche D, on voit les bords qui s'assombrissent et qui deviennent plus clairs quand je relâche. Vous voyez, j'appuie, je relâche. Donc le vignettage, c'est tout simplement l'assombrissement du bord de l'image. On voit aussi l'image, on a l'impression qu'elle bouge un petit peu, qu'elle se déforme. En fait, là, il s'agit de la correction de la distorsion, qui est également faite automatiquement. On a également une correction de l'aberration chromatique. Vous savez, ces franges colorées qu'on voit sur le bord des branches d'arbres, par exemple, et ça, c'est plutôt dans les coins de l'image. Donc cette correction est faite automatiquement également. Et vous avez également l'application de la netteté de l'objectif. Alors on va peut-être regarder plus en détail, comme ceci. En fait, il s'agit tout simplement d'algorithmes qui vont optimiser le piqué de vos images en tenant compte du centre et des bords de l'image, vraiment pour homogénéiser le piqué et vraiment extraire les détails. En fait, ça remplace tout simplement le travail d'accentuation que vous faites à la main dans d'autres logiciels et c'est particulièrement performant. Alors, quand vous appliquez toutes ces corrections automatiques, bien évidemment, elles sont débrayables en manuel. Vous pouvez reprendre les corrections à votre guise sans aucun problème. Vous pouvez modifier les corrections. Et pour savoir quelles corrections ont été appliquées, vous voyez ici dans la palette outils essentiels, par exemple, on peut voir ce petit bouton bleu qui est gris clair sur la version PC qui indique qu'effectivement il y a des corrections là qui sont appliquées. Et on a également, vous voyez, les autres boutons qui sont grisés comme la tonalité sélective, DxO Clearview par exemple, tout simplement parce que ces corrections ne sont pas appliquées. Si on va dans la palette lumière, on verra que le vignettage, alors attendez, je vais revenir à mon affichage normal, vous voyez, on voit que le vignettage a été appliqué avec correction automatique du module DxO Optics Pro ou DxO Optics tout simplement, ou Photolab. Vous voyez, maintenant j'éteins le petit bouton, vous voyez, je clique dessus, voyez, et les bords de l'image redeviennent sombres parce que la correction n'est pas appliquée. Et bien évidemment, cette correction, vous pouvez la moduler avec le curseur intensité si jamais le résultat automatique ne vous convient pas. Et si ce résultat automatique ne vous convient pas et que vous faites la correction à la main, évidemment, vous avez la possibilité de revenir à tout moment à la correction automatique. Vous voyez ici à droite de l'afficheur de valeur, ici d'intensité, vous avez une petite baguette magique. Vous voyez, si je clique dessus, j'applique de nouveau mon module DxO Optics pour corriger donc les défauts d'objectif. Alors si vous faites des corrections au début, vous ne savez pas trop par où commencer, quoi faire, vous avez également la possibilité de réinitialiser complètement les corrections. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton réinitialiser, mais vous avez la possibilité également d'aller dans les autoréglages. Vous voyez, j'ai cliqué sur le bouton en haut à droite et là vous avez
DxO standard, donc qui est l'autoréglage par défaut qui est appliqué, bien évidemment. Vous avez la possibilité de changer et vous avez également un certain nombre d'autoréglages créatifs, noir et blanc, etc. Et certains sont d'ailleurs rajoutés par DxO FinPack, hein, donc des effets plus créatifs. Alors regardez, je vais revenir à l'image sans aucune correction. Donc là, on revient à l'image originale sans correction. On peut voir que tous les boutons à droite sont éteints. Et bien évidemment, si vous souhaitez revenir au traitement de base proposé par Photolab, vous allez dans Auto-réglage et vous cliquez tout simplement sur DxO standard et la correction est appliquée. Et vous voyez tous les petits boutons bleus ici qui s'allument. Donc voilà pour le principe de fonctionnement des automatismes. Maintenant, on va quand même aller un petit peu plus loin dans le traitement de base des images. Donc hein, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on aborde plutôt les corrections de base. Et je vais vous redemander si les réceptions, la réception image et son sont toujours OK de votre côté. Voilà, n'hésitez pas à répondre OK ou pas OK. Alors si jamais vous avez une mauvaise connexion, je peux malheureusement rien faire pour vous. Euh, Tentez de redémarrer peut-être, sinon au pire, si jamais vraiment ça ne passe pas, je vous rappelle hein, que vous aurez la possibilité de revisionner cette présentation sur le site de DxO. Alors, je vais revenir dans mon onglet organisé, je retourne dans mes projets. Et là, vous voyez, j'ai créé un certain nombre de projets avec différents types de corrections qu'on va passer en revue. On ne va pas tous les voir aujourd'hui, mais en tout cas, on va voir les principaux. Et notamment, on va passer à la balance des blancs. Et là, vous voyez, automatiquement, j'ai le logiciel qui me propose de télécharger le module optique DxO. Donc, on va le télécharger. Voilà. Vous avez la possibilité hein, de désactiver l'affichage automatique de la fenêtre. Hein. Vous voyez, vous cliquez ici et vous pouvez également interdire le téléchargement tout simplement pendant vos sessions de travail. Donc je clique sur fermer et je vais plutôt revenir sur cette photo que je vais réinitialiser. Voilà. Je repasse dans l'onglet personnalisé. Alors ici on va parler de balance des blancs. Alors la balance des blancs ça consiste tout simplement à neutraliser des dominantes de couleurs qui sont dues en général à l'illuminant ou tout simplement la source d'éclairage de vos images. Donc ici on était dans un hangar avec un éclairage tungstène et on va voir comment traiter le problème. Alors je voudrais simplement ouvrir la sous-palette balance des blancs et attirer votre attention à droite ici sur réglage qui est sur original. C'est quoi original? Eh bien c'est tout simplement la balance des blancs telle qu'elle a été établie par l'appareil photo. Et ça c'est le réglage par défaut donc qui est interprété, je précise, pour les fichiers RAW. Les fichiers JPEG, vous aurez une petite marge de manœuvre de correction, notamment avec les curseurs température, mais qui sera très limitée. Pourquoi? Parce que le JPEG, notamment un JPEG qui sort d'un boîtier, c'est un fichier qui est censé être terminé, qui est censé être traité. Si on compare avec l'argentique, un fichier RAW correspond à votre négatif et un JPEG correspond plutôt au tirage 10-15 que vous trouviez dans une pochette au labo du coin. Donc de préférence, travaillez en RAW si vous voulez disposer de toutes les latitudes de correction. C'est important également lorsque vous voulez traiter le bruit, lorsque vous voulez traiter les hautes lumières, etc. etc. Donc mieux vaut partir d'un fichier RAW, mais je crois qu'aujourd'hui tout est rentré dans les mœurs. Donc pour la balance des blancs, alors comment peut-on traiter cette image? On peut déjà commencer par la solution de facilité. On peut aller dans le menu ici, puis aller chercher un autre pré-réglage. J'en profite pour vous montrer le petit point d'interrogation qui se trouve ici en haut à droite et qu'on retrouve un petit peu partout. Hein. Si jamais vous ne savez pas à quoi sert un outil, cliquez dessus et regardez, vous avez toutes les explications curseur par curseur. Voilà. N'hésitez pas
à vous documenter et n'hésitez pas non plus à lire le guide utilisateur qui est disponible en passant par le menu aide, le guide utilisateur qui est rédigé par votre obligé. Voilà, donc revenons à notre balance des blancs. Donc on va aller chercher un pré-réglage. Alors euh, on a dit éclairage tungstène. Vous voyez ici on retrouve un petit peu les réglages tels que vous les connaissez sur votre boîtier. On retrouve aussi ce type de commande et je vais choisir tungstène. On va voir ce qu'il va me proposer. Alors, il me propose effectivement de bien compenser la dominante orange. Le problème, c'est que pour compenser de l'orange, il va introduire une température froide et donc beaucoup de bleu. Et pour moi, ça ne va pas. D'accord. Ici, dans cette partie de l'image, il y a beaucoup trop de bleu. Alors évidemment, on peut essayer d'autres modes. On va essayer par exemple ombre. Vous voyez, donc là, on obtient vraiment l'effet complètement inverse. Donc là, la correction automatique n'est pas top. Là, je suis sur réglage pour un éclairage fluorescent, mais bon, on n'a plus cette dominante orange. Par contre, on a une forte dominante rose. On voit notamment dans le gris des fauteuils ici. Donc, on revient à original. Et l'autre possibilité, évidemment, c'est de manipuler les curseurs température et teinte, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser l'outil, la pipette, qu'on retrouve d'ailleurs tout en haut ici dans la barre de menu supérieure, la pipette de balance des blancs. Et là, on va aller chercher un, une teinte neutre, donc un blanc ou un gris, sur laquelle on va cliquer pour prélever la couleur et donc Photolab va automatiquement compenser la dominante. Alors il faut faire attention parce que regardez ici on a cette écharpe blanche, cette partie-là est très exposée à la lumière, donc on clique dessus et là on retrouve cette correction avec une forte dominante bleue et là regardez maintenant je vais cliquer dans la partie qui est à l'ombre. Et là, on n'a pas vraiment de correction. Mais quoi qu'il en soit, pour un élément neutre dans l'image, mieux vaut choisir un blanc ou un gris qui ne soit pas directement exposé à la lumière ou trop lumineux. On a également, vous voyez, si je clique sur l'orange là derrière, vous voyez le résultat qu'on obtient. Donc là, en faisant ce genre de manipulation, pardon, vous allez rapidement euh, comprendre comment ça fonctionne. Alors ce qu'on va faire, en fait, on va tout simplement aller sur le mur derrière, qui n'est pas exposé vraiment à la lumière et qui est blanc à l'origine. Donc vous voyez, je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, je trouve un résultat qui est beaucoup plus naturel que le pré-réglage tungstène. Donc on a compensé la dominante orange et on a également nettement moins de bleu dans cette partie de l'image. Alors évidemment, on en a toujours un petit peu là sur dans l'aluminium là de la dérive du Mirage. Derrière, c'est un petit peu bleu. Ici, dans le blouson du pilote, c'est un petit peu bleu encore, mais beaucoup moins qu'avant. Alors que lorsqu'on fait des corrections comme ça qui sont quasi parfaites, entre guillemets, on perd également le côté ambiance. Vous voyez, donc je me souviens avoir fait cette image, c'était très tôt le matin, c'est vrai que la lumière était un petit peu jaunâtre comme ça, et cet aspect-là ne correspond pas du tout à mes souvenirs. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, je peux aller prendre le curseur température, vous voyez, et je peux réchauffer légèrement l'image pour retrouver un petit peu l'ambiance de la scène d'origine. Donc voilà pour la balance des blancs, ça fonctionne comme ça dans tous les programmes, il n'y a rien de très compliqué. Retenez simplement que si vous partez d'un fichier RAW, la sous-palette balance des blancs propose le réglage tel qu'il a été fait par l'appareil photo. Alors je vais retourner maintenant dans mon onglet organisé et on va passer à la partie tonalité qu'on avait déjà visité auparavant. Alors la tonalité c'est quoi? C'est tout simplement le contrôle de l'exposition et du contraste. Et donc là on voit ce que DxO Photolab propose automatiquement en appliquant le pré-réglage ou l'auto-réglage plutôt DxO standard. Vous voyez, si je clique sur comparer, donc l'image originale et l'image après correction. Donc outre la correction optique, on peut voir que effectivement il a légèrement éclairci le bas de l'image. On va prendre une autre photo et là on va voir
ce qu'il nous propose. Vous voyez, ça c'est l'image originale. Alors j'essaie de ne pas aller trop vite. Ça c'est l'image originale. Il y a du vignettage et l'image corrigée. Et on peut voir, je ne sais pas si vous arrivez à le voir vous de votre côté, mais par exemple dans la muraille ici, je distingue beaucoup plus de détails. Alors que dans l'image originale, c'est complètement noir. Donc vous voyez, il va aller chercher de l'information dans ces parties sombres sans chercher à dénaturer l'image elle-même. On va prendre une autre photo. Si je fais une comparaison, vous voyez là, il n'y a pas trop de différence non plus. Il a juste récupéré un peu plus de matière dans le ciel. Vous voyez, et les blancs là ici sur les capots moteurs sont moins éclatants. Vous voyez, donc ça travaille quand même bien en finesse, c'est plutôt performant. On va peut-être chercher l'image de présentation tout à l'heure, comme ceci. Vous voyez, donc là, j'ai vraiment le disque solaire était là juste derrière. Vous voyez, donc là, c'est à contre-jour et il rehausse un petit peu les ombres, mais pas de manière exagérée. Alors, le travail est fait par le Smart Lighting, donc la fonction que vous voyez ici, en mode uniforme, et vous avez différents modes d'utilisation. Si vous estimez que l'automatisme n'a pas suffisamment fait son travail, ou du moins pas dans votre sens, vous pouvez toujours aller chercher un réglage moyen. Vous voyez, donc là, on remonte les ombres et un réglage fort. Vous voyez, donc là, on remonte encore plus les ombres. Et bien évidemment, on peut travailler en manuel avec le curseur intensité. On peut aller chercher une valeur qui corresponde beaucoup plus à ses propres goûts. Alors la mesure spot, ça on verra demain en portrait. Hein. C'est tout simplement une mesure de lumière qui est optimisée par détection de visage dans la photo. Lorsque vous avez travaillé avec le Smart Lighting, et même si ce n'est pas suffisant, vous avez également la possibilité d'aller utiliser la tonalité sélective. Vous voyez, donc avec les curseurs haute lumière, vous voyez là je vais chercher plus d'informations dans le ciel. Alors pas trop quand même, parce que sinon après ça vire au gris, mais j'exagère volontairement hein, les corrections. Là on va éclaircir ou assombrir tout ce qui est ton moyen. Là, je peux remonter encore les ombres, évidemment. Et pour compenser, je peux rendre les noirs un petit peu plus denses. Vous voyez, on peut vraiment combiner tous ces outils. Et on a également l'ancienne compensation d'exposition qui, depuis l'avènement du Smart Lighting, ne sert plus vraiment à grand chose. Mais vous avez également la possibilité d'agir sur l'exposition avec cet outil. Vous pouvez travailler également avec la courbe de tonalité, etc., etc. Alors, je vais juste réinitialiser la photo pour vous montrer quelque chose au niveau de l'histogramme. Donc l'histogramme, c'est la représentation graphique de la tonalité de vos images. Hein. Vous avez les noirs à gauche et puis les blancs à droite, et au milieu vous avez les tons moyens, et vous avez également des indications d'écrêtage. Alors les indications d'écrêtage, ça veut dire qu'on va perdre de l'information image dans des zones très claires ou très sombres de l'image. Et pour voir ça, vous avez ces deux boutons, vous avez ce soleil et cette lune, le croissant de lune. Alors je vais cliquer sur le soleil, et là on peut voir, vous voyez, il y a un masque coloré qui s'affiche. Alors là, c'est juste au niveau du disque solaire, évidemment. Et là, ça indique que, attention, là, dans les tons les plus clairs, on risque de perdre de l'information. Mais de toute façon, vous voyez, ici, il n'y a pas de pic qui indique qu'il y a beaucoup de pixels à cet endroit. Et maintenant, je clique sur le croissant de lune, et là, on voit ici, vous voyez, un petit masque rouge qui indique ah attention, ici on a des noirs bouchés qui sont proches de l'écrêtage. On peut aller chercher une autre photo. Ici, par exemple, vous voyez, donc les hautes lumières ici qui sont affichées, et également au niveau des chaussures, on a également quelques petites taches qui disent oula, attention, il y a des noirs qui sont prêts à ne plus donner signe de vie si vous ne faites pas de correction. Alors maintenant, évidemment, on ne va pas chercher à corriger ce qu'il y a dans le disque solaire, mais on peut récupérer de l'information ici, et on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire, alors je vais juste couper la compensation d'exposition, on peut essayer avec un autre réglage Smart Lighting, mais là, a priori, il vaut mieux un réglage plus fort. Donc dans ce cas-là, on va aller chercher le curseur haute lumière. Vous voyez, donc là, je réduis
je réduis le curseur haute lumière, je récupère de l'information et vous voyez le masque noir qui indique les zones écrêtées commence à s'atténuer progressivement. Si ça ne suffit pas, on peut également se servir de la retouche ou des corrections, des réglages locaux, plutôt pour reprendre la terminologie de DxO Photolab. Vous voyez, je vais aller dans les réglages locaux en haut. Et là, je vais utiliser un point de contrôle, les anciens viewpoints de Nix Software, donc maintenant qui ont été repris dans Photolab. Donc ça me donne l'occasion de vous montrer rapidement les réglages locaux de DxO Photolab qui seront abordés plus en détail, plus en profondeur dans la session de demain. Et je fais un clic droit dans l'image pour afficher le menu radial. Je sélectionne point de contrôle et là je vais aller me placer par exemple ici. J'ajuste le cercle d'étendue de l'effet, en fait, vous voyez, comme ceci. Et là, je vais tout simplement, peut-être avec le curseur exposition, je vais réduire l'exposition pour retrouver de la matière dans cette partie de l'image. Vous voyez, petit à petit, je retrouve de l'information. Bon, là, on est vraiment dans un contre-jour je dirais pas violent, mais on est quand même face au soleil. Et si vous avez certaines parties de l'image que vous ne souhaitez pas affecter par cette correction, vous avez la possibilité également d'ajouter un point de contrôle négatif, donc un point de contrôle de protection de zone. Vous voyez que je peux mettre ici par exemple. Voilà, je vais réduire. Et là, lorsque j'agis sur cette partie de l'image, je ne vais pas agir sur cette partie puisqu'elle est protégée par ce point de contrôle négatif. Alors je vais me remettre dans l'égaliseur, hein. L'outil ici s'appelle l'égaliseur. Et donc je peux vraiment agir à ma guise comme ça dans des parties précises. Alors c'est extrêmement précis et vous pouvez voir que j'agis uniquement ici et pas du tout dans le reste de l'image. Si je veux par exemple éclaircir ce monsieur qui est l'ancien gardien du phare de Cordouan, je vais tout simplement créer un nouveau masque, pardon. Vous voyez, donc je désactive mon point de contrôle précédent. Je me place ici, par exemple, hein. Voilà, même principe. J'ouvre un petit peu le cercle d'étendue d'application de l'effet. Hein. Je peux déplacer mon point de contrôle. Et là, je vais, par exemple, légèrement augmenter l'exposition pour éclaircir juste la partie où je me trouve. Alors, je vais peut-être le déplacer. Vous voyez, regardez, en déplaçant le point de contrôle, vous voyez la luminosité dans le pull rouge qui change. Alors si vous vous étonnez de voir l'image devenir floue pendant que je fais les corrections, ça n'a rien à voir avec votre connexion internet, c'est tout simplement en fait un peu le prix à payer des logiciels de traitement RAW, tout simplement parce que vous travaillez sur un fichier original qui est lourd et le logiciel lui il doit se charger d'afficher euh, tout toutes vos manipulations, toutes vos corrections en temps réel. Et sur un fichier RAW, c'est beaucoup plus difficile à faire que sur un fichier JPEG ou même TIFF. Donc voilà pourquoi vous avez cet effet parfois de ce qu'on appelle de flou à l'écran ou de pixel doubling à l'écran. Voilà donc pour une partie des réglages locaux. Alors on en verra d'autres demain, on verra le pinceau notamment. On fera peut-être un petit peu de filtre gradué tout à l'heure. Donc voilà pour tout ce qui concerne la tonalité. Hein. Donc vous avez vraiment un outil qui est extrêmement puissant et vous pouvez également vous appuyer bien évidemment sur les réglages locaux pour parfaire, pour fignoler toutes vos corrections. Alors maintenant on va faire du travail plus au niveau des couleurs maintenant. Je passe dans l'onglet organisé. Alors il est 7h moins 5, hein, je vous ai prévenu, on fera toujours un petit peu d'heures supplémentaires, hein, pas une heure évidemment, mais je dépasse toujours l'horaire. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? N'hésitez pas à me répondre hein, si ça vous convient. Alors,
Et d'ailleurs, est-ce que tout le monde me reçoit toujours? Ok, hein, tout le monde a l'air content, c'est parfait. Voilà, alors maintenant on va parler des couleurs. Alors je vais peut-être prendre cette photo, je repasse dans l'onglet personnalisé, hein. Aujourd'hui c'est Vive la France, hein, décidément, je ne sais pas pourquoi, hein. Je vous rappelle que DxO c'est une entreprise française, hein. Beaucoup de gens l'ignorent, c'est bien une boîte française, une technologie française. Et d'ailleurs la caméra, la DxO One, c'est actuellement le seul appareil photo français qui existe sur le marché. Alors pour traiter la couleur, on dispose également d'un certain nombre d'outils. En fait, on va faire du renforcement de présence. Alors on va faire comme si la balance des blancs c'était OK, le smart lighting c'est OK. Donc maintenant on veut accentuer un petit peu nos couleurs. Donc pour ça on dispose de deux curseurs, vibrance et saturation. Et si je prends vibrance par exemple et je le déplace vers la droite, vous voyez, je renforce l'ensemble de mes couleurs et ça va agir notamment au niveau du bleu du ciel parce que l'algorithme est optimisé justement pour le bleu du ciel. Alors évidemment, avec un réglage qui est quand même assez excessif, hein, 60, j'ai également renforcé le rouge, le jaune ici, mais ça éventuellement on peut le compenser avec quoi? Avec les réglages locaux bien évidemment. Alors, est-ce que vous voulez voir une démonstration? Je suis sûr que vous voulez voir une démonstration avec les réglages locaux. Alors, on y retourne rapidement. Voilà, réglages locaux, clic droit dans l'image, point de contrôle, parfait. Je me mets dans le bleu pardon, du ciel que je souhaite corriger. J'étends le cercle d'application de l'effet. Alors, je peux très bien étendre ce cercle ou alors également appliquer un point de contrôle secondaire ou même un troisième point de contrôle comme ceci. Vous voyez, parce qu'en fait, ils sont chaînés. Ils sont chaînés, donc on a le point de contrôle principal ici et on a les deux points de contrôle secondaires. Et là, je vais peut-être par exemple agir sur voilà, la vibrance. Voilà. Vous voyez, je vais renforcer la vibrance dans le bleu du ciel. Vous voyez, donc le bleu du ciel monte. Alors peut-être un peu dans le drapeau aussi. Vous voyez, mais je n'affecte pas le reste de l'image, contrairement à l'exemple précédent où le jaune également de l'hermione montait également. Vous voyez, alors j'ai vibrance, mais j'ai également le curseur saturation également à ma disposition. Vous voyez, je peux vraiment travailler avec une souplesse fantastique. Et je peux évidemment rajouter des points de contrôle, je peux créer un nouveau masque, je peux utiliser le pinceau pour effacer l'effet sur certaines portions de l'image. On peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc une fois que j'ai terminé ça, je clique sur fermer et vous voyez ma correction est faite. Alors comme j'ai renforcé le bleu du ciel, vous allez me dire ah oui mais là attention là à droite là ça a révélé les tâches du capteur. Bah, écoutez il n'y a, aucun problème, hein, on va aller dire un petit bonjour à cette tâche de capteur, comme ça me permet de présenter un outil que vous verrez vraiment réellement en action demain sur un cas plus complexe, donc le portrait. Hein, vous voyez, je clique sur le pansement qui se trouve dans la barre d'outils supérieure ici, et j'agrandis la taille de mon pinceau, et voilà, je peins, et voilà, ma tâche disparaît, et éventuellement je peux balayer l'image, vous voyez, j'appuie sur la barre espace, je me promène dans l'image pour voir s'il n'y a pas d'autres tâches de capteur ou tout simplement des poussières qui apparaissent quelque part. Voilà donc pour cet outil donc de correction des poussières. Et voilà, outil réparation, et vous pouvez également enlever des fils, hein, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous voyez, donc j'ai corrigé cette image avec deux outils différents et j'ai la possibilité bien évidemment de comparer avant-après, donc ça on l'a déjà vu hein, avec le bouton comparer. Alors dans ce cas-là ça montre l'image originale et l'image après correction, mais on a également la possibilité d'utiliser la vue partagée. Vous voyez le bouton en haut, je clique dessus et là à gauche vous voyez l'image originale et à droite l'image après correction, et bien évidemment je peux déplacer
Alors cet effet de déformation, c'est tout simplement parce qu'à gauche, la correction optique n'est pas encore appliquée, donc la correction de distorsion, alors qu'elle l'est dans la partie droite de l'image. C'est pour ça que c'est pas parfaitement superposé, mais vous voyez que vous pouvez également comparer votre image avec cet outil, donc la vue de comparaison. Donc voilà pour l'accentuation des couleurs. Et on va peut-être voir également le contraste, le micro-contraste plutôt, hein, toujours dans le but de renforcer la présence des images. Alors là, je vais en profiter pour télécharger les modules, hein. Donc pour chaque session, en fait, je remets tout à zéro au préalable. Et là, je vais vous parler d'un autre outil qui s'appelle le micro-contraste. Donc je vais aller sur cette photo, je retourne dans mon onglet personnalisé et là, je vais voir dans ma sous-palette contraste, j'ai un curseur qui s'appelle micro-contraste avec la baguette magique. Alors en fait, l'autoréglage DxO standard va également m'appliquer du micro-contraste. Alors le micro-contraste, c'est tout simplement renforcer le contraste des petits détails. Alors je vais vous montrer, je vais zoomer dans l'image. On va juste attendre que les corrections chargent. Donc vous voyez cette structure dans la voile. Alors regardez, maintenant je vais enlever le micro-contraste. Vous voyez, c'est déjà un peu moins défini. Et en fait, avec le curseur micro-contraste, on renforce, en fait, on va renforcer les textures. Vous voyez, donc là, c'est un réglage un peu exagéré. Ça fait même monter le grain, vous voyez. Donc faites quand même attention. Mais simplement pour vous montrer la différence. Vous voyez, je passe l'outil de comparaison. Vous voyez, avant application du micro-contraste et après application. Vous voyez, c'est quand même assez spectaculaire. Et pour des sujets avec des détails un peu moins fins, ou plus particulièrement pour le portrait, vous avez également le curseur contraste fin qui, lui, n'est disponible que si vous avez DxO FinPack qui est installé sur votre ordinateur. Si vous souhaitez revenir au réglage par défaut proposé par l'automatisme, hein, vous vous rappelez, vous avez une baguette magique comme ceci, et je reviens à la valeur de 16 qui était celle appliquée par l'autoréglage DxO standard. Alors le micro-contraste, ce n'est pas de la netteté. La netteté, elle est prise en charge donc, par le module optique DxO, à condition évidemment que votre couple boîtier-objectif soit pris en charge. Et c'est ce qu'on appelle la netteté de l'objectif, ou la netteté de l'optique, pour être plus exact, vous voyez, qui est activée ici. Et vous voyez qu'elle est également réglée par les automatismes et que vous avez la possibilité d'agir dessus. Alors je vais simplement éteindre la sous-palette. Vous voyez, ça devient un petit peu plus flou. Donc on perd un petit peu de piqué ici. Je vais le remettre en route. Est-ce que vous voyez la différence? Je pense, hein, je le refais encore une fois. Donc là, on a la netteté de l'optique qui est on. Et là, la netteté de l'optique qui est off. Vous voyez, donc c'est vraiment un système qui est vraiment très performant, qui tient compte vraiment, qui s'applique vraiment au boîtier et enfin au couple boîtier-objectif que vous avez utilisé. Et grâce à cette netteté de l'optique, en fait, vous n'avez pas besoin de passer par les outils classiques masque de netteté hein, avec les curseurs intensité, rayon, seuil et bord. Donc ça, c'est uniquement si vous avez une photo prise avec du matériel qui n'est pas pris en charge par un module optique DxO. Donc voilà pour cette partie-là. On va maintenant un petit peu parler rapidement de traitement de bruit. Je vais vous montrer, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce logiciel, c'est incroyable. Alors regardez, je vais aller ici et je vais vous montrer cette photo. On va retourner dans l'onglet personnalisé, on va fermer. Alors là, vous allez me dire, oulala, là, il y a du grain, effectivement. Oui, oui, il y a du grain. Bon, j'ai zoomé à 100%. Vous voyez, si je reviens à l'image, bon, on distingue effectivement du grain, mais il y en a beaucoup. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que cette photo déjà a été prise à 25 000, vous voyez, ISO 25 600 ASA,
avec un appareil photo Canon, un 5D Mark III, qui n'est pas le champion du monde non plus de la maîtrise du bruit à très haute sensibilité, hein. Donc on a du bruit en bande, on a cette granulation excessive, mais là, la correction qu'on a, elle est quand même très bonne, elle rend l'image totalement exploitable. Et maintenant, je vais vous montrer l'image avant-après. Regardez, vous voyez? Vous voyez tous ces pixels colorés, en fait, c'est le bruit de couleur, hein, le bruit chromatique qui est avant traitement, donc à gauche, et après traitement à droite. Alors, il reste ici du bruit de luminance, et ça, on peut éventuellement le traiter en se servant de des curseurs. Alors, je vais aller les chercher dans la palette détail, voilà, qui va finir par s'ouvrir. Vous voyez ici réduction du bruit. Alors j'espère que vous n'entendez pas les bruits externes, cloches, chiens. Donc désolé pour le désagrément. Alors ici réduction du bruit, en fait on est en mode par défaut en mode haute qualité, qui est un mode rapide qui lui va traiter le bruit en temps réel. Et donc vous allez voir le résultat qui va être affiché à votre écran de cette manière. Donc en fait, après, si vous voulez intervenir sur le traitement du bruit, vous avez la possibilité d'utiliser les curseurs luminance pour lisser. Alors regardez, je vais lisser un petit peu. Vous voyez, donc on voit tout de suite l'effet en direct, mais avec un réglage qui est un petit peu exagéré. Ce qui se produit, c'est que on se retrouve avec un phénomène de lissage des détails. Et ça c'est pas bon. D'accord? Alors, pour éviter ce lissage des détails, si vous lissez les détails, bien évidemment, vous allez attaquer les détails de l'image et pas seulement le bruit. D'accord? Alors faites attention également au réglage excessif du bruit de luminance. Alors je vais cliquer sur la baguette magique pour revenir à la valeur par défaut. Et on a également une autre technologie, alors ça c'est pour la version Elite seulement, c'est la technologie Prime qui, elle, a une particularité, c'est qu'elle demande tellement de ressources que vous ne pouvez pas voir son effet en temps réel dans l'écran principal de Photolab. Vous pouvez le voir uniquement dans cette petite fenêtre qui fait quelques centaines de pixels de large, tout simplement parce que en fait ça nécessiterait beaucoup trop de temps pour le traitement. Mais par contre le résultat obtenu est vraiment à la hauteur parce que vous conservez non seulement un maximum de détails et les couleurs, mais en plus ça vous ouvre de nouvelles perspectives car ça va vous permettre vraiment d'oser faire des photos à très haute sensibilité. Alors je vois parfois dans les forums des gens qui utilisent Prime à 1600 ISO, 3002, 6004. Alors c'est assez timide. Et je trouve ça dommage parce que Prime en fait devrait être plutôt réservé pour des images qui ont été faites à plus de 6400 ISO. Donc voilà pour Prime. Alors je vais simplement vous montrer rapidement comment il fonctionne. Vous voyez, je clique sur le bouton ici à droite. Je vais me placer quelque part dans l'image comme ceci. Donc il faut juste attendre que l'image elle charge. Et là donc on voit le résultat en temps réel, mais uniquement dans cette partie de la photo. Après, pour voir le résultat dans toute l'image, il faut exporter la photo. Et je vais vous montrer un exemple donc d'une image d'un fichier TIFF qui a été traité avec Prime. Et vous voyez le résultat ici. Vous pouvez, on va se promener dans l'image. Je vais simplement reprendre la main comme ceci. Vous voyez, donc on conserve les couleurs, on conserve les détails. Et donc la technologie DxO Prime permet vraiment de traiter le bruit dans les images en conservant les couleurs et également en réduisant la granulation. C'est vraiment un outil qui est très performant, mais encore une fois, c'est un outil qui demande beaucoup de ressources et donc pour l'appliquer en temps réel à l'ensemble de l'image et pour voir le résultat, il faut faire une exportation, sinon vous vérifiez le résultat dans cette petite fenêtre. Voilà, on a passé assez de temps sur le bruit, on a vu également le traitement
la netteté, pardon. On a vu un petit peu, on a fait un peu le tour des outils de base. Et pour finir, on va voir tout ce qui concerne, parce que c'est important également, le recadrage et le redressement des images. Alors je vais venir à cette photo que je vais également réinitialiser. Voilà, comme ceci. Donc voilà la photo originale. Je passe dans l'onglet personnaliser. Alors, donc, est-ce que tout le monde suit toujours? Est-ce que vous n'avez pas été trop embêté par les bruits de fond là pendant quelques minutes? Hein, n'hésitez pas à me répondre. Éventuellement, on coupera cette partie au montage. Donc, je reprends maintenant au top avec le recadrage et le redressement. Donc, top. Alors, l'outil de recadrage et redressement permet tout simplement, comme son nom l'indique, déjà de rattraper un horizon penché, comme ici, ou de changer la composition de la photo. Alors, pour redresser l'image, c'est très simple. Vous voyez, je vais dans la barre d'outils supérieure ici, je clique sur le niveau à bulle, en fait c'est une icône qui représente un niveau à bulle, j'ai cette ligne qui apparaît et je vais tout simplement la placer sur une référence dans l'image. La référence dans l'image, eh c'est tout simplement mon horizon. Vous voyez, je clique ensuite sur prévisualiser, pardon, et mon horizon est redressé. Alors évidemment, ça va retailler dans l'image, hein, bien entendu. Si votre image est très penchée, votre image va être fortement recadrée. Alors je clique sur appliquer et voilà. Pour le recadrage, même chose dans la barre d'outils supérieure, on a cette double équerre ici et on a une grille avec donc ces lignes horizontales. En fait, c'est tout simplement la règle des tiers et on a donc la possibilité d'ajuster, donc de recomposer la photo de cette manière. Alors vous voyez ici, je saisis par un angle, mais les proportions restent les mêmes. Pourquoi? Parce que regardez ici à gauche, je suis en mode recadrage original. Et le mode recadrage original, on conserve les proportions de l'image originale. Donc ici, c'est une image de réflexe avec un rapport largeur-hauteur de 3 sur 2. Et là, donc on est toujours en 3 sur 2 pour la hauteur. Par contre, si je souhaite recadrer à ma guise, alors il y a un certain nombre de pré-réglages. Vous voyez, si je préfère faire du 16 neuvième, vous voyez, mais comme c'est un format prédéfini, 16 neuvième, bien évidemment, je suis toujours contraint, je garde toujours les mêmes proportions ici du 16 neuvième. Et si je veux un recadrage sans contrainte, je sélectionne sans contrainte dans le petit menu ici, et là je vais pouvoir recadrer à ma guise. Vous voyez, et une fois que le travail est fait, je clique sur fermer et évidemment c'est du traitement non destructif, donc bien évidemment si je clique sur réinitialiser, vous voyez, je retrouve mon image originale. Donc voilà pour le redressement et le recadrage des images. Alors l'heure tourne, on doit encore voir l'exportation et puis le flux avec Lightroom. Et juste auparavant, je vous montre rapidement, donc peut-être que ça vous intriguait, ici on a DxO Viewpoint et DxO Finpack. Alors Finpack, c'est un logiciel de DxO qui fonctionne également de manière indépendante ou comme plugin pour Photolab et également Lightroom et Photoshop, et qui contient tout un tas de rendus et d'effets créatifs, notamment pour la simulation de films argentiques par exemple, et vous avez également des effets que vous pouvez retrouver dans les autoréglages, des effets pardon, pour donner certains aspects créatifs à vos images. Et DxO Viewpoint, lui, c'est un logiciel qui fonctionne également de manière indépendante et en plugin pour Photolab et également Lightroom et Photoshop, qui permet de faire du redressement de perspective et de corriger la déformation de volume. Vous avez également un effet miniature, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors je vais vous montrer rapidement l'exportation d'une image. Donc on va prendre cette photo là de la place de la Bourse à Bordeaux. Et une fois que j'ai traité ma photo, maintenant j'aimerais pouvoir l'exploiter, la diffuser. Alors quelles sont les possibilités? Alors c'est très simple. Vous voyez ici en bas à droite, on a un bouton bleu qui s'appelle Export vers disque. Et si je clique à côté, on a tout un tas de fonctions d'exportation et de partage.
Et certaines fonctions de partage dépendent également de votre système d'exploitation. Vous voyez ici AirDrop, ça c'est quelque chose qui est réservé au Mac, mail, message, etc. Vous avez peut-être des équivalents sur la version PC. Évidemment, vous pouvez publier des images sur Facebook à partir pardon, vous pouvez publier des images sur Facebook à partir de DxO Photolab, donc c'est bien pratique pour pouvoir montrer son travail. C'est d'ailleurs aujourd'hui la première chose que font les photographes pour montrer ce qu'ils font. Alors là, on va juste voir l'export vers disque, parce que l'édition Elite a une particularité, c'est qu'elle permet de générer des exportations dans des formats multiples et vers des destinations multiples. Alors regardez par exemple ici, j'ai une sortie standard, c'est-à-dire j'ai du JPEG en qualité 90%, pleine taille, et là j'ai également activé avec le bouton bleu du TIFF 16 bits euh, ou du TIFF 8 bits pleine taille. Et les deux en fait peuvent être exportés dans des dossiers différents. Alors comment régler ça? Alors je vais d'abord faire mon réglage JPEG. Vous voyez, tous les réglages sont à droite hein, quand on a sélectionné un mode d'exportation. Évidemment, vous pouvez ajouter vos propres options d'exportation. Vous faites vos réglages ici et vous créez vos options d'exportation et une liste infinie, bien évidemment. Donc ici, on est traité en JPEG exporté, qualité 90, très bien. Et on va chercher un dossier. Alors je sais que ce dossier que j'avais créé la semaine dernière n'existe plus, donc je vais en créer un autre. Je clique sur dossier personnalisé. J'ai une boîte de dialogue du système qui va s'ouvrir. Et là, je vais tout simplement créer mon dossier d'exportation sur le bureau. Hein, c'est le plus simple. Voilà, export DxO JPEG. Comme ceci, créer. Voilà, je clique sur ouvrir. Alors l'interface sur PC est légèrement différente, hein, mais le principe de fonctionnement reste le même. Je peux ajouter ou pas un suffixe DxO qui m'indique que cette image a été traitée dans DxO. Évidemment, je peux agir sur le dimensionnement des images, sur l'interpolation et ajouter un profil ICC, donc soit le profil original, ou si je veux publier sur le web par exemple, je vais choisir sRGB. Voilà, même chose pour TIFF. Donc là, je traite en TIFF en 8 bits et je vais créer un dossier également sur le bureau. Donc nouveau dossier, donc export. Voilà, TIFF. Je clique sur créer. Je valide en cliquant sur ouvrir et me voilà prêt. Donc j'ai sélectionné une sortie en JPEG avec ses caractéristiques, plus une sortie en TIFF avec ses caractéristiques, et je clique tout simplement sur exporter. Voilà, et pour voir si l'exportation est en cours, vous voyez, j'ai un petit indicateur ici en bas à droite, cette petite flèche avec une mini barre de progression. Je clique dessus et ça m'affiche un menu complet avec le temps de traitement des images. Et bien entendu, lorsque j'ai fait plusieurs exportations dans la session, je verrai toute la liste affichée ici. Donc j'ai une notification de mon système d'exploitation qui me dit que l'image a été exportée. Et maintenant, je vais aller chercher mon explorateur de fichiers pour afficher une image. Alors attendez, je vais tout simplement basculer voilà, dans mon Finder. Voilà, je ramène, voilà, je ramène, je change d'écran. Voilà, ici je vais sur mon bureau. Ou alors j'aurais pu très bien faire d'une autre manière. Regardez, vous voyez, j'ai mes dossiers export DxO JPEG et export DxO TIFF qui ont été créés. Vous voyez, donc j'ai bien mon fichier en version JPEG. Et là, j'ai mon fichier, exactement le même fichier, mais cette fois dans sa version TIFF. Hein, et vous pouvez noter la différence de taille entre les deux, puisque là, on est dans du TIFF 8 bits. Donc ici, ce sera plutôt pour faire de la retouche ou pour de l'impression de très haute qualité. Tandis qu'une image JPEG, là, on va pouvoir faire, même à cette taille-là, on va pouvoir faire de toute façon
euh, une impression de qualité, bien évidemment. Alors je retourne dans Photolab. Donc voilà pour le principe d'exportation vers disque, hein, sachant qu'avec la version Elite, vous pouvez exporter plusieurs formats vers plusieurs destinations en même temps. Pour finir ce webinaire, je vais vous montrer rapidement. Alors si vous le souhaitez, si vous utilisez toujours Lightroom comme catalogueur, mais que vous souhaitez traiter vos images dans Photolab, et c'est tout à fait possible, sachant que lorsque vous installez DxO Photolab, euh, il installe également un plugin euh, qui permet le dialogue entre ce logiciel et Lightroom. Donc je vais basculer dans Lightroom comme ceci et je vais prendre n'importe quelle photo. Vous voyez ici je sélectionne cette photo, je vais dans le menu fichier, module externe extra, transférer vers DxO Photolab. Donc là je bascule dans Photolab et voilà mon image prête à être traitée. Alors comment ça fonctionne? En fait, vous ne voyez pas les corrections qui sont faites dans Lightroom pour la bonne et simple raison, c'est que les moteurs de traitement ne sont pas les mêmes. Donc Lightroom, grâce au plugin de DxO, va tout simplement ouvrir le fichier original dans Photolab. Vous faites vos traitements avec Photolab, vous appliquez les modules optiques, l'autoréglage par défaut, vous faites vos corrections locales, vous faites tout ce que vous voulez, donc sans restriction. Et ensuite, vous exportez vers Lightroom. Vous voyez, donc si vous choisissez export vers Lightroom, vous avez la possibilité de choisir un format de fichier. Alors si vous voulez, si vous envisagez de faire d'autres retouches ultérieurement dans ce logiciel, vous pouvez choisir d'exporter en TIFF ou en DNG. Sinon, pour un usage immédiat, vous pouvez exporter en JPEG. Et alors, on ne va pas le faire parce que le process prend toujours un petit peu de temps, mais si vous cliquez sur exporter, donc une version JPEG de ce fichier RAW va être renvoyée dans Lightroom et ce sera automatiquement intégré dans le catalogue Lightroom et empilé avec l'original. Et vous avez évidemment la possibilité de renvoyer l'original dans Photolab et de modifier les corrections ultérieurement. Donc DxO a réussi à mettre en place vraiment le flux de travail avec Lightroom le plus remarquable qu'on puisse trouver sur le marché, le plus complet et le plus efficace. Donc si vous souhaitez faire cohabiter les deux programmes. Donc voilà pour l'export vers Lightroom. Alors on a fait le tour de la question, il est 19h25 presque. Donc voilà pour cette présentation du flux de travail de base dans Photolab. Vous voyez, on a fait qu'effleurer beaucoup de sujets. Je vous ai montré pas mal d'outils qui vous donnent déjà une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec le programme. Donc au départ, vous devez transférer vos originaux sur votre disque dur. Ensuite, vous avez la possibilité de faire le tri des images directement avec la notation en étoile et les marqueurs de tri proposés par Photolab. Hein, vous travaillez en mode plein écran et ensuite vous basculez dans l'onglet personnalisé, vous avez les corrections automatiques qui sont appliquées, donc l'autoréglage DxO standard et également le module optique DxO qui va déjà faire une grosse partie du travail. Et ensuite, bien évidemment, vous avez la possibilité d'aller utiliser d'autres outils, notamment les réglages locaux pour intervenir avec plus de précision sur l'image. Donc merci pour avoir assisté à cette présentation.